Bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Je vous présente mon invité du jour. Il s'appelle Edem Adjamagbo. Il est le CEO de Semwa Group. En gros, c'est le fondateur du groupe. Il est diplômé de Polytech Nantes. Il est expert en Lean Startup, entrepreneur FinTech, lauréat de plusieurs distinctions internationales, parmi lesquelles Startup of the Year Africa, obtenu en 2018 à Casablanca, entrepreneur de la diaspora la même année, et puis tout récemment encore du prix, il a été honoré par le prix de la jeune entreprise 2025. C'était ici même à Lomé lors du forum sur les investissements, sur le commerce et l'investissement entre la Grande-Bretagne et les pays d'Afrique francophone de l'Ouest et d'Afrique centrale. Bonjour, Monsieur Adjamagbo. Bonjour, merci pour Et l'invitation. bienvenue sur le plateau de New World Economy. Qu'est-ce que ça fait d'être titulaire d'un prix comme celui-là? C'est honorifique, ça permet de mettre en lumière de nombreuses années d'efforts, mais de l'ensemble de l'écosystème digital du Togo, auquel je dédie ce prix, puisque on est finalement la seule PME à avoir été distinguée lors de ces awards. Et donc c'est un honneur pour moi de recevoir le prix pour le compte de ces centaines de personnes qui travaillent dans l'écosystème du digital au Togo. Je rappelle au passage que vous êtes vice-président en charge des relations publiques de Togotech, qui est cet environnement dont vous parliez. Tout à fait. Togotech, c'est un rassemblement aujourd'hui de 13 startups digitales au Togo qui ont cette vocation de placer le Togo sur la carte du service à l'échelle panafricaine, à l'échelle continentale, et faire vraiment du Togo une plateforme qui va permettre de se distinguer à travers le digital vis-à-vis de nos pays voisins. Qu'est-ce que l'obtention de ce prix obtenu lors du 4e forum sur le commerce et l'investissement entre la Grande-Bretagne et les pays francophones d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest va changer dans la vie de votre entreprise? Alors, pour nous, c'est aussi une exposition, hein, une rampe de façon à pouvoir envisager un développement au sein des pays anglophones, au sein des pays du Commonwealth, parce que aujourd'hui, ce qu'on attend de nous, quelque part dans la catégorie start-up, même si au-delà des start-up, nous sommes avant tout des entreprises qui avons les réalités de toute autre entreprise, des réalités de fin de mois notamment. Et donc, pour nous, c'est aussi des enjeux de croissance, de développement sur de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de dichotomie entre les marchés francophones et les marchés anglophones, où finalement les start-up d'un côté ne vont pas de l'autre. Pour nous, c'est quelque part un appel à pouvoir finalement se diversifier sur le marché anglophone. Et le Ghana paraît être une piste intéressante pour nous, puisque c'est un pays voisin, ça permet d'être proche de notre siège et de commencer cette aventure de diversification et d'apprentissage d'une nouvelle culture. Voilà, c'est pour nous une rampe de lancement. Est-ce que vous avez été surpris? J'ai cité quelques-uns des prix que vous avez déjà remportés en tant que jeune entreprise, mais est-ce que vous avez été surpris d'être honoré? Parce qu'on dit souvent qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais là, pour le coup, vous le devenez. Vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que le dicton nul n'est prophète chez soi est une réalité en fait, et oui, c'était une surprise complète jeudi dernier lorsqu'on a annoncé la remise de prix pour ces mois. Je m'y attendais pas du tout, et je pense que c'est aussi dans le sens d'une évolution finalement du positionnement notamment du ministère de la promotion des investissements à travers l'arrivée du ministre Arthur Trimois aux commandes de cette institution, qui a pour quelque part notre lecture est de remettre également les PME au centre des débats, puisque les PME, c'est finalement elles qui vont produire la richesse, qui vont produire des emplois, qui vont créer de la valeur. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de pouvoir accompagner les PME dans la recherche de la croissance à travers le financement, du financement en capitaux, du financement avec de la dette, avec toutes les difficultés que nous connaissons de se financer auprès des banques sur le marché. Et donc ce sujet-là de la recherche d'investisseurs finalement
Togo-friendly, parce qu'on est dans une compétition mondiale, une compétition régionale forte, avec des pays voisins qui sont assez forts, et donc on doit avoir cette distinction particulière pour mettre en avant finalement une politique de champions nationaux pour devenir demain des champions panafricains. Absolument. Vu qu'aujourd'hui, avec la politique de la ZLECAf, qui permet aux entreprises, y compris établies dans des pays comme le Togo, de pouvoir s'attaquer à des marchés plus importants, que ce soit celui du Nigeria, de l'Afrique du Sud, ou pourquoi pas des pays du Maghreb. Tout à fait, complètement en phase avec vous. Le point pour nous, c'est de pouvoir faire bénéficier en fait chez Togotech de ces dispositifs qui sont mis en place. C'est vraiment un travail finalement de lobbying que nous faisons pour presque d'évangélisation en fait de ce que c'est que la start-up digitale au Togo, des besoins que nous avons pour pouvoir créer de l'emploi. Je rappelle, Togotech, c'est 2,5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour l'année 2024. C'est plus de 400 emplois qui sont aujourd'hui pourvus et avec objectif à fin 2026 de pouvoir passer à 600 emplois créés. Donc c'est autant de richesses, autant de TVA collectée pour l'État. Mais pour y arriver, voilà, on a besoin de certaines dispositions particulières et donc c'est tout à fait le sujet que je porte en tant que vice-président au sein de Togotech. Maintenant que nous avons parlé de ce prix par lequel vous avez été distingué, par lequel votre travail a été récompensé, j'aimerais que nous parlions d'un événement auquel vous allez prendre part dans quelques jours, qui est le Next FinTech Forum qui se tiendra à Dakar ce mois même de novembre. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la messe des entreprises de la FinTech africaine ou c'est autre chose? Alors, c'est au-delà de la messe, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire converger les différentes parties prenantes finalement de la FinTech, où on va pouvoir retrouver naturellement donc des entrepreneurs, on va retrouver des banquiers, on va retrouver des régulateurs, on va retrouver des clients. Et donc vraiment le point c'est d'arriver à redéfinir pour l'événement de cette année, l'équilibre entre ces différents acteurs, puisqu'il y a des nouveautés qui sont arrivées en 2024 en matière de régulation. Et donc, c'est l'occasion pour nous, finalement, de pouvoir rassembler tout le monde autour de la table et de pouvoir faire émerger des idées de compétition et non pas de compétition entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Souvent, quand on parle de FinTech, pour le commun des citoyens, le commun des usagers, ça ne veut pas dire grand-chose, ou alors c'est tellement embué qu'il n'y comprend pas grand-chose. Mais c'est quoi une FinTech? Alors une FinTech, pour faire simple, c'est une entreprise, avant tout, qui est dans le digital et qui a choisi d'impacter le quotidien des gens à travers la digitalisation des paiements. C'est le choix que nous avons fait chez CEMOI, c'est de travailler à l'amélioration de l'inclusion financière dans la sous-région à travers différents outils. Et donc, ce sont des outils qui vont être mis à disposition soit des clients finaux, soit d'institutions financières, banques, microfinances, émetteurs de monnaie électronique, et qui vont pouvoir faire autrement, faire plus facilement des transactions avec leurs clients. Donc, quand on parle par exemple de paiement par mobile money, on parle de vous. Tout à fait, on parle de nous au Togo. Sur l'année 2024, on a totalisé 37 milliards de francs CFA de flux. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire 37 milliards. On l'a construit depuis 10 ans. Nous fêterons nos 10 ans en mars prochain. Et donc, oui, c'est faciliter en fait des transactions entre des acteurs pour pouvoir permettre que, par exemple, on n'ait pas besoin de faire quelques kilomètres pour retirer de l'argent à un guichet bancaire, mais plutôt faire travailler ensemble le monde de la monnaie électronique, qui a un ensemble assez fourni de points de service, et le monde de la banque qui a besoin de proximité. Et donc faire parler ces deux mondes-là, c'est notre travail. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui l'essentiel de la valeur ajoutée qui va être apportée par les FinTech et qui aujourd'hui est un petit peu disruptée. D'accord. Alors, je disais que vous serez à Dakar bientôt. Je pense que c'est à partir du 19 ou du 20.
le 18-19-20. 18-19-20. Alors, de quoi est-ce que vous allez parler? Alors, on va avoir plusieurs activités qui vont être prévues au programme, dont la première qui est une session régionale sur la blockchain. On parle beaucoup de blockchain depuis plusieurs années, en parlant un petit peu aussi de crypto, mais le sujet ici n'est pas d'adresser le sujet de la crypto-monnaie, mais de la blockchain comme un outil technologique au service finalement de la confiance. Donc ça va être un des premiers points. Un deuxième point, ça va être consortium régional de formation et de recherche de la FinTech, parce que on se retrouve en fait sur un marché qui est assez, qui était peu structuré ou pas structuré jusqu'à début 2024 et pour lesquels chacun faisait un peu de la façon dont il souhaitait sa FinTech. C'est vrai que en fait, l'Afrique est un continent presque vierge sur lequel finalement la concurrence ne vient pas driver la façon dont on va implémenter nos entreprises, mais il faut quand même mettre des règles parce qu'on gère l'argent des gens, ce n'est pas notre argent à nous, les 37 milliards n'appartiennent pas à ces mois, c'est de l'argent de nos clients, et donc il faut un certain nombre de règles de bonne conduite et de formation, et donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point va être dédié dans le sens de la stratégie de l'Union africaine sur l'IA, comment l'IA, l'intelligence artificielle, tout à fait, va permettre finalement d'améliorer ce volet-là de l'inclusion financière. Je donne un exemple, comment ceux-là qu'on traite finalement d'analphabètes, parce qu'ils ne comprennent pas le français ou l'anglais dans nos applications, pour autant chacun comprend au moins sa langue maternelle. Et pour autant n'en fait pas un inculte et qui a droit et qui a besoin de services financiers. Donc comment l'IA peut apporter des solutions à ces éléments-là. Et enfin, un centre de veille d'éthique des FinTech pour venir finalement en complément du centre de formation et aussi prédire, ou en tout cas orienter les usages de demain en matière de FinTech pour faciliter les implémentations au sein de nos entreprises. Voilà grosso modo les 4 temps forts qu'il va y avoir autour de rendez-vous B2B et autour de discussions, on va dire, plus formelles, on va dire, avec les acteurs et les régulateurs. Vous avez parlé d'analphabétisme. Je le saisis au bon parce que quand vous dites par exemple blockchain, c'est un peu comme pour les fintech tout à l'heure. Il y en a beaucoup pour qui ça ne veut pas dire grand-chose. Tout à fait. Comment on vulgarise cela? Bon, en réalité, on vulgarise à travers l'usage. Clairement, aujourd'hui, on dit, voilà, on veut instaurer de la confiance à travers, prenons l'exemple de certification de documents qu'on puisse avoir pour faire une carte d'identité ou autre. On a une application. Et comment on fait pour être sûr que ce qui est écrit dans l'application est vrai? D'accord? On va utiliser des technologies pour certifier que ce qui est dans cette application est vrai. Une des technologies qu'on peut utiliser, c'est la blockchain, et d'ailleurs c'est utilisé par le gouvernement togolais pour certifier un certain nombre de documents. Ça peut être valable pour les diplômes, ça peut être valable pour la signature, ça peut être valable pour les transactions bancaires. Et pour les titres fonciers et pour d'autres activités. À la base, en fait, c'est un système, on va dire, démocratique, un fonctionnement démocratique où on va avoir un ensemble de serveurs qui vont fonctionner, qui vont enregistrer que, tiens, tel monsieur a acheté un terrain à tel endroit et donc lui appartient. Et dès lors que tous les serveurs partagent la même information, on ne peut pas venir attaquer un serveur, puisqu'en plus on est dans une période où la cybercriminalité est assez importante. Et donc venir attaquer un serveur d'une institution pour venir changer des données, en réalité ne change pas la vérité, puisqu'elle est partagée en plusieurs serveurs. Donc c'est la théorie sous-jacente derrière la blockchain. Mais en réalité, le commun des mortels, l'usager lambda, le citoyen n'a pas besoin de tous ces détails d'information. C'est vraiment au niveau des usages, comment on intègre ces technologies-là pour faciliter le quotidien des gens. Qui va se retrouver à Dakar pendant ce forum de FinTech? Est-ce que ce sont uniquement les FinTech d'Afrique francophone, les FinTech d'Afrique francophone d'Afrique de l'Ouest, ou c'est un public plus large que celui-là? Alors, donc le Next FinTech Forum s'appuie sur l'association FinTech UEMOA. Donc, dans les 8 pays de l'UEMOA, il y a eu un travail qui a été fait par Next FinTech pour pouvoir finalement fédérer au sein d'une association régionale et pour avoir voix au chapitre vis-à-vis de nos différents interlocuteurs. Donc, effectivement, chacun de ces 8 pays est fortement représenté au Next FinTech Forum, mais également les pays voisins non francophones ou non UEMOA d'ailleurs, comme la Guinée,
seront présents, comme le Ghana seront présents, le Nigeria sera également représenté. Et donc le point, c'est vraiment un melting pot de différentes sensibilités, de différentes provenances, aussi bien au niveau entrepreneurial qu'au niveau finalement client entreprises, donc les banques, les microfinances, que des usagers. C'est vraiment l'idée de cette rencontre régionale qui aura lieu à Dakar et qui a eu lieu à Abidjan l'année dernière. Si je ne me trompe pas, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a institué un système de paiement instantané. Tout à fait. À l'intérieur des pays membres de la banque. Et je ne sais pas si vous, parce que à ma connaissance, il y a 11 monnaies qui sont en circulation au sein de la CEDEAO, au sein de l'UEMOA, il y en a une seule qui est le franc CFA. Mais comment est-ce que vous faites pour faire cohabiter ces différentes devises, ces différentes monnaies en tant que fintech? Est-ce qu'elles se parlent entre elles déjà? Alors, aujourd'hui, ce qui est recherché par nos clients, on parle encore une fois des usages. Nos clients, comme des marchands, je prends l'exemple d'un marchand qui va rédiger un livre blanc sur une thématique donnée, qui souhaite vendre ce livre naturellement au Togo, mais également au Bénin, dans tous les pays de la zone UEMOA, mais le vendre également en Guinée, Conakry ou sur d'autres marchés. Et ben aujourd'hui va avoir une difficulté, c'est vers qui je me tourne pour pouvoir encaisser. La plateforme PSPI de la BCAO vient apporter une solution concrète à cet élément-là, puisque là où il fallait trouver une fintech qui est dans un certain nombre suffisant de pays, et puis la consolidation était un peu compliquée, eh bien la plateforme PSPI va permettre de répondre à ces problématiques-là de commerçantes qui vont être basées au Bénin et qui vont vouloir acheter des marchandises en Côte d'Ivoire, ou qui sont basées au Burkina Faso et qui vont vouloir commander des marchandises par le transit par le port de Lomé, vont être en capacité de transacter depuis leur téléphone portable à Ouaga vers Lomé ou vers Abidjan ou vers Dakar. Donc ça, c'est vraiment en monnaie électronique. En 100% en monnaie électronique. Et là, on ne parle pas encore de monnaie fiduciaire. Ouais. Non, là, l'idée vraiment, c'est de booster l'économie à travers la monnaie digitale, parce que c'est celle qui permet d'aller vite, c'est celle qui permet d'instaurer la confiance et donc qui permet de facilement développer les échanges entre les pays. Maintenant, comment on gère, nous, les différentes devises, puisque le besoin est là. Je veux dire, est-ce que vous confirmez que vous êtes au Togo, vous avez votre franc CFA, vous achetez un produit au Ghana, vous payez de votre téléphone en franc CFA, mais l'autre, il reçoit en CD. Alors, et vice-versa. Sur le périmètre qui est adressé par la BCAO, non, c'est vraiment pour les 8 pays de l'UEMOA uniquement. D'accord. En revanche, quand on va prendre CEMOA, qui va être également présent en Guinée-Conakry, eh bien, nous avons déjà accompagné une entreprise togolaise qui s'est installée sur le marché guinéen et qui vend sur le marché guinéen à Conakry. Oui. Qui encaisse en francs guinéens. Oui. Et notre travail en tant que FinTech, c'est de lui permettre de faire une forme de compensation en CFA pour qu'il puisse récupérer, cette entreprise puisse récupérer son argent ici au Togo. Et c'est nous qui allons finalement gérer en fait ce change entre les services, entre les deux zones monétaires, sans toutefois passer sous le coup du transfert d'argent. Le sujet n'est pas... Mais le sujet, c'est vraiment d'accompagner un commerçant qui a besoin d'être déployé dans la zone ouest-africaine. J'ai cru entendre que vos rapports avec la Banque centrale n'étaient pas des plus simples actuellement. Quels sont les sujets sur lesquels ça accroche? En fait, aujourd'hui, il y a un nouveau cadre réglementaire qui est en place, et donc on est en train de tous, au fur et à mesure, de se conformer. Et il y avait besoin en fait d'un assainissement de l'écosystème fintech au global, parce que nous avions des fintech qui naissaient un peu partout. On a une personne qui a besoin de s'occuper intellectuellement parce que la fintech c'était sympa et il se lançait dans l'activité. Mais sauf qu'il y a une responsabilité qui est forte liée à cela. On gère l'argent des gens. Et à partir du moment où on gère l'argent des gens, il faut qu'on soit un minimum structuré et contrôlé pour que cela se passe bien, pour garantir la sécurité des usagers. Et donc la Banque centrale a mis en place en janvier 2024 une instruction visant à réguler l'activité de PSP, donc Payment Service Provider, donc fournisseur de services de paiement. Et dans lequel, du coup, CEMOA a entamé son chemin de mise en conformité. Et c'est vrai que c'est
une approche qui est pas des plus faciles pour nous, qui vont être plutôt catégorisées start-up, parce qu'on avait l'habitude d'un fonctionnement plutôt agile, itératif et constructif au fur et à mesure. Et donc là, aujourd'hui, on rentre dans un écosystème régulé, et on a besoin donc de s'adapter aussi à ce qu'attend le régulateur. Donc c'est beaucoup d'échanges avec le régulateur pour lui expliquer que nos entreprises ont fait des levées de fonds. Ces levées de fonds, on peut avoir levé 1 million d'euros sur 3 ans. Pour autant, tout n'est pas dans le capital. Et donc, techniquement, afficher ce qu'attend la Banque centrale en tant que capital social peut avoir certains challenges. Mais voilà, les discussions sont en cours. Il y a eu quand même des reports liés aux dates limites qu'avait mis en place la Banque centrale en août dernier par rapport aux dispositions, etc. Donc, on est accompagné dans ce sens-là. Et donc, PSPI vient, la plateforme d'interopérabilité, vient compléter ce dispositif de la Banque centrale pour améliorer les usages. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est un challenge aujourd'hui de comment on se repositionne par rapport à PSPI, puisque nous faisions ce travail-là d'interopérabilité jusque-là, entre le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour ces mois, dans la zone UEMOA. Donc maintenant, la plateforme vient régler cette problématique-là pour nous. Très bien. Donc maintenant, on est quelque part contraint à se réinventer sur les couches de services. Apporter une valeur d'ajoutée supplémentaire. Exactement. Et donc, c'est vrai que du coup, on se retrouve à sauter encore sur un pied pour essayer de retrouver une certaine stabilité dans les prochaines années. Mais voilà, c'est le challenge qui nous est donné. Côté CMOA, le lancement de PSP a été fait le 30 septembre, je crois, de mémoire. Le 15 octobre, on avait déjà sur le design desk une idée de ce qu'on allait en faire. Et là, on s'apprête à communiquer à la BCAO une proposition de partenariat technique pour améliorer l'usage du PSPI auprès des utilisateurs. Est-ce que les enjeux liés au blanchiment d'argent, liés au financement du terrorisme sont des choses auxquelles aujourd'hui vous devez également être confrontés et auxquelles vous devez répondre pour rester en conformité avec... Bien sûr, nous sommes confrontés, je peux dire même régulièrement, parce que quand on gère 37 milliards de flux, à un moment, il y a des personnes qui font des activités qui paraissent... qui ont besoin d'être documentées. À ce stade, on n'a pas aujourd'hui identifié de malversation formelle, clairement, mais nous avons eu effectivement des cas de transactions qui pouvaient paraître suspectes, que nos systèmes ont détectés, pour lesquels nos équipes de cash management ont fait un travail de documentation et qui, pour certaines, ont été libérées parce que ne représentaient pas de problématiques, ou d'autres qui ont été transmises à la banque, parce qu'à la fin de la journée, nous travaillons aussi en partenariat avec les banques sur ces aspects-là, pour instruction par la banque et les commissions qui vont bien. Donc oui, ce travail-là de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme est une réalité. Le paiement digital facilite les transactions, donc facilite éventuellement ce type-là d'usage, et donc ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, qui est une procédure de vérification d'identité, mais aussi de vérification des transactions que font les clients, est une obligation qui a été confirmée par l'instruction 001 de la Banque centrale en 2024. Parlons maintenant de ces mois. Vous brassez quand même des volumes très importants d'argent. On parle beaucoup d'inclusion financière, on parle également beaucoup de la nécessité de bancariser les populations. Quelle est votre contribution à l'une et à l'autre de ces grandes ambitions de nos économies? Alors, nous, on a fait le choix, très rapidement, on a fait 2 choix. Le premier, c'est il faut se positionner sur le paiement digital, donc sous l'angle accompagner les marchands à digitaliser leurs paiements, parce que plus ils digitalisent leurs paiements, plus ils sont susceptibles d'être accompagnés par des institutions financières pour du financement. Grosso modo, une entreprise qui va essentiellement encaisser en cash et que le banquier ne voit pas ces flux-là, il a du mal à accompagner cette entreprise-là. On parle de restaurateurs, on parle de pressing, on parle de l'activité du quotidien où vous et moi allons. Et même des émetteurs, si vous avez tout à fait, complètement. Oui. Et donc demain, on a une panne, on a besoin de réparer sa moto, parce que les flux ne sont pas tracés, on ne peut pas vous accompagner. Donc nous, notre point, c'est d'apporter une solution à cette catégorie-là de clients qui vont pouvoir ensuite valoriser ces flux-là.
Maintenant, il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché ou que vous allez dans une boutique et vous dites que vous voulez payer en monnaie électronique avec votre téléphone, c'est pas encore gagné. Le moyen le plus populaire. Exactement. Et donc nous, on le ressent aussi dans nos chiffres, c'est-à-dire qu'on va faire 37 milliards de flux, mais qui vont nous rapporter que 28 millions de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez la différence. Et le gap est important. Un gap est extrêmement important. Et donc, quand on va avoir 30 collaborateurs comme c'est moi à payer tous les mois, plus le loyer, plus les charges, comprenez que 28 millions de chiffre d'affaires à l'année ne permet pas de couvrir cela. Et donc, oui, un jour, le paiement digital sera à un niveau suffisamment développé pour qu'on puisse en vivre. Mais d'ici là, il faut que nos entreprises survivent. Ça, c'est vraiment le challenge de résilience des PME africaines. C'est plutôt d'être des zèbres que des licornes. Et donc, cette résilience qu'on attend chez le zèbre, on l'a fondée dans des solutions comme WhatsApp Banking, comme CashPay, qu'on va mettre à disposition de banques et de microfinances pour leur permettre d'interagir de façon innovante avec leurs clients à travers WhatsApp, qui est dans toutes les poches aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir un certain équilibre financier pour financer ce que nous espérons être le jackpot de demain. Si vous devriez opérer un choix entre la carte bancaire et le téléphone mobile, que préféreriez-vous? Aujourd'hui, moi je suis ingénieur, on m'a appris à travailler sur les faits, sur les chiffres. Aujourd'hui, quand on évalue grosso modo le nombre de cartes qui circulent sur le marché togolais, on va être entre 400, 500, allez, peut-être 600 000 cartes bancaires qui vont circuler sur le marché togolais. De l'autre côté, en tant qu'instrument de paiement, puisque la carte est un instrument de paiement, de l'autre côté, on va avoir les téléphones portables, les comptes mobiles, qui doivent servir à payer, qui servent aujourd'hui à faire des transactions. J'ai dû faire 3 ou 4 transactions mobile money aujourd'hui pour envoyer de l'argent à des tiers. Donc ces instruments de paiement, quand on regarde les derniers rapports, notamment de l'ARCEP, sur le nombre l'autorité de régulation au Togo, sur le nombre de comptes mobile money au Togo, on est entre 5 et 6 millions. Et donc, quand on regarde les réserves de progression, c'est vrai qu'on a une grosse réserve de progression du côté du mobile, du côté du mobile versus les cartes bancaires, puisque c'est là où il y a des transactions à adresser. Mais ça nécessite aussi, quelque part, un cadre doing digital business bien positionné et pensé par le gouvernement togolais pour ouvrir la voie, une voie franche au paiement digital au sein de nos entreprises et au sein des commerces, parce que le cash a ses problématiques, le digital a un certain nombre d'avantages, permet aussi de faire agrandir l'assiette fiscale et de faire baisser la pression fiscale sur nous quelques-uns qui y sommes soumis. Oui. Mais c'est une réalité. Hein. Et donc, à la fin de la journée... Bonjour aux agents de l'OTR. avec lesquels nous collaborons, puisqu'ils viennent de temps à autre contrôler comme toutes les entreprises. Et donc, effectivement, nous, on tient beaucoup à accompagner le gouvernement togolais dans la digitalisation et la sécurisation des paiements, parce que aujourd'hui on va quand même retrouver beaucoup de services gouvernementaux qui sont payés en espèces. Un travail important est fait par le nouveau ministère de l'efficacité publique, du service public et de la transformation numérique en matière de digitalisation du service public et donc de digitalisation de paiement. Et là, il y a des enjeux qui sont présents. Et donc, c'est moi, en tant qu'acteur local, à cette vocation-là d'accompagner de façon effective à travers les outils qui sont éprouvés depuis 10 ans, le gouvernement togolais dans ce challenge-là. Et donc, j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine pour effectivement infirmer cette maxime de nul n'est prophète chez soi. Espérons-le. Je rappelais simplement, M. Adjamagbo, que vous êtes le CEO de CEMOA Group, que vous avez reçu il y a très peu de temps le prix de la jeune entreprise lors du 4e forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et les pays francophones d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Je rappelle aussi que vous êtes vice-président en charge des relations publiques de Togotech et que c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé et beaucoup de courage aux entrepreneurs qui nous écoutent. Il faut tenir la barre, droit devant, tenir le cap. C'est pas facile, mais la résilience paye au bout. Donc beaucoup de courage à eux. Félicitations pour le prix encore une fois. Merci. Et bonne chance pour le prochain forum, Next FinTech Forum, qui se tiendra à Dakar les 18, 19 et 20 novembre. Merci.
Merci à vous d'être passé et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.